Eh bien bonjour, je reçois aujourd'hui un autre invité exceptionnel qui est Bernard Vivier. Bonjour Bernard Vivier. Bonjour. Alors on va évoquer l'état des entreprises aujourd'hui à la sortie de cette pandémie puisqu'on est au bout du tunnel j'espère. Dans quel état sont les entreprises aujourd'hui avant d'imaginer une reprise possible dans l'organisation et dans tout ce qui s'est passé, des changements d'habitude des salariés, etc. Nous vivons en ce moment une reprise et réellement nous sommes dans la période de reprise d'activité. Souvenons-nous, septembre, octobre 2021, il y a quelques mois seulement, l'économie redécolle et redécolle à une allure telle que on est en train aujourd'hui de crever des plafonds de prospective qu'on n'avait pas imaginé. La croissance grandit très fort, le chômage réduit, alors que pendant la période de pandémie, on se disait, oh là là, l'économie va être très abîmée et nous aurons des cohortes de chômeurs. Ce n'est pas le cas. Et nous avons même des secteurs entiers de l'activité où la main-d'œuvre devient rare. Nous voyons aussi une raréfaction des matières premières, de l'énergie. Le coût de ces matières premières, l'énergie augmente. L'inflation devient un fait nouveau, majeur, qu'on n'avait pas connu depuis des dizaines d'années. Évidemment, si l'inflation grandit, mais pas uniquement pour cette raison, les revendications salariales aussi grandissent. Il ne faut pas que les salaires décrochent par rapport à la hausse des prix. Les revendications salariales sont nourries évidemment de ce phénomène de l'inflation, mais aussi de bons résultats économiques obtenus par certaines entreprises, par exemple la distribution, et aussi par le souhait, la revendication de salariés qui disent nous avons fait de réels efforts, et c'est vrai, pendant 2 ans, nous avons réduit nos rémunérations, nos avantages, nous avons accepté l'activité partielle, le nouveau nom du chômage partiel. Et bien maintenant, l'activité reprend et comme on dit aux États-Unis, we want money back. Nous voulons du retour. Aujourd'hui, quel est le climat dans les entreprises? Il y a deux sujets majeurs. Le premier, ce sont les rémunérations, ce sont les salaires. Nous sommes dans la période janvier, février, où la grande partie des grandes entreprises sont en train de gérer les NAO, les négociations annuelles obligatoires sur les salaires. La situation est difficile. Il y a eu en novembre, décembre, dans un grand nombre d'entreprises, des tensions et même des grèves sur le plan social. Et aujourd'hui, la tension salariale est très forte. Donc, le retour vers les salariés, qui est légitime, n'est pas obligé de se faire uniquement sur des questions de salaire, de rémunération. On parle aujourd'hui beaucoup de déployer à nouveau l'intéressement, la participation. On parle aussi de l'importance d'actions qui ne sont pas forcément des actions en argent, mais qui sont des actions qui visent à remercier, considérer les salariés. Et nous le savons, la considération, c'est une valeur qui n'est pas souvent assez travaillée dans les entreprises. Ça, c'est le premier chantier, salaire, rémunération. Le deuxième chantier, c'est le chantier de l'organisation et des conditions de travail. Et ce n'est pas uniquement la question du télétravail qui est en jeu. Quantité d'autres sujets sont aujourd'hui à l'ordre du jour que la période de pandémie a poussé en avant. Le télétravail en est un exemple, mais nous avons aujourd'hui à travailler d'autres sujets. Le logement, l'aménagement du territoire, les transports qui dépassent évidemment tout ce qui est interne à l'entreprise, la santé au travail, le bien-être au travail, et puis phénomène montant qui n'est pas forcément lié à la pandémie, qui est plus ancien, c'est tout ce qui est responsabilité sociale d'entreprise, développement durable. Un petit exemple, au mois d'août 2021, un texte a été voté, à la suite d'ailleurs d'un accord national interprofessionnel sur le sujet, qui vise à installer le mot E dans BDES. Alors aujourd'hui, nous devons parler de la banque de données économiques, sociales et environnementales. Les représentants du personnel, les présidents de CSE, les dirigeants d'entreprise ont à mettre en œuvre un nouveau texte. Ils n'y sont pas prêts parce qu'ils ne sont pas encore sensibilisés à cette question-là. Et nous voyons bien, dernier point,
que le management de proximité, la capacité pour les managers qui encadrent des équipes, ces managers de proximité ne doivent pas être trop et plus exactement entièrement tendus, poussés vers la reprise de l'activité économique, production de biens et de services, mais doivent avoir un rôle important dans la gestion des relations sociales au quotidien. Et ce, d'autant plus que les organisations syndicales, depuis 2 ans, ont un peu décroché, et on est aimable en disant un peu décroché, elles perdent des adhérents, elles sont contestées, les phénomènes extrémistes occupent le devant de la scène sociale, et l'actualité des camions de la liberté, les antipasses et les gilets jaunes montrent bien à la fois l'importance de corps intermédiaires, de syndicats structurés dans la société, mais aussi la faiblesse constatée à leur niveau. Est-ce que cette désaffection de l'organisation syndicale n'a pas une double cause, celle du décrochage des représentants du personnel avec les personnels à cause de l'activité partielle, du télétravail, etc., d'une part, et d'autre part, est-ce que les ordonnances Macron et les organisations représentatives du personnel telles qu'elles sont aujourd'hui ne sont pas un peu une embûche au fonctionnement normal d'une organisation syndicale dans l'entreprise ? Alors, il est évident que, étant privé de contact avec les salariés, les collègues de travail, les organisations syndicales et, de façon plus générale, les représentants du personnel désignés par les syndicats ou élus par les salariés, il y a eu un décrochage. C'est évident. Et donc, ça porte aussi, tout ceci nous conduit à une réflexion nécessaire. Non, on ne fait pas une entreprise en juxtaposant des talents et en les faisant travailler en télétravail. On monte une entreprise et on dynamise une entreprise quand il y a un esprit d'équipe, un esprit d'entreprise. Et le mouvement syndical est porteur, à sa façon aussi, d'une fierté d'appartenance à un métier, à un territoire, à un site de production, à une entreprise elle-même. Et donc, il faut faire très attention. Les apprentis sorciers d'une entreprise 4.0 ou 12.8 ne déstructure pas ce qui est un élément important de l'entreprise, la dimension humaine de l'entreprise, qui n'est pas uniquement une machine à produire, mais aussi un lieu où des hommes et des femmes se rassemblent. Maintenant, la réforme des instances représentatives du personnel, c'est un sujet très discuté, très délicat. Mon sentiment, en observant la mise en œuvre de ces dispositions, c'est qu'il y a eu une simplification nécessaire. Les DP marchaient un peu sur les pieds des CE, les CHSCT se marchaient sur les pieds. Il y avait des redites, un affaissement du rôle des délégués du personnel. Et au fond, cette simplification est heureuse, à 2 nuances près qui sont importantes. La disparition du délégué du personnel n'a pas été remplacée par un travail, par qui à préciser, mais de travail de proximité. Les représentants de proximité ne sont pas vraiment développés. Le métier de DP, de délégué du personnel, dont les ancêtres remontent à 1917, c'était Albert Thomas, et puis la mise en place, c'était 1936, c'était quoi? C'était quadriller l'entreprise, récolter les préoccupations des collègues de travail et porter les préoccupations qui n'avaient pas été réglées par la voie managériale, par les chefs, par les hiérarchiques, à la direction pour apporter des réponses rapides, concrètes, à des besoins très présents et très concrets. Bon, donc ça, ce travail de proximité, il reste à faire et nous en souffrons. D'autant plus que, justement, les phénomènes gilets jaunes ont montré ce besoin de proximité, ce besoin de présence. Alors, gilets jaunes, c'est sur les territoires, mais il en va de même dans les entreprises. Et la deuxième nuance, mais plus qu'une nuance, c'est la fonction HSCT, tout ce qui est hygiène, sécurité, conditions de travail. Les CHSCT avaient été créés en 1982, des lois Auroux, en fusionnant une commission du comité d'entreprise et le CHS qui existait à l'époque. Et on avait fait le CHSCT. Aujourd'hui, ce CHSCT est devenu une commission, parmi d'autres, mais importante, au sein du CSE. Et la grande difficulté est que les personnes qui s'engageaient au CHSCT, qui avaient la compétence pour le faire, le temps, le goût pour le faire, sont aujourd'hui obligatoirement noyées par d'autres tâches.
Et de ce fait, la veille HSCT, aujourd'hui, est en régression. Et si le retour à un CHSCT autonome, qui ferait peut-être plaisir à certains de nos amis, n'est pas à l'ordre du jour, il est important de concevoir probablement des aménagements pour que la fonction HSCT soit mieux travaillée, là aussi au quotidien, dans les entreprises. Alors, le décrochage aussi, nous, on constate, puisqu'on est en prise avec les élus de CSE, puisqu'on fait de la qualification de fichiers régulièrement, qu'il y a eu beaucoup de démissions. Oui. Beaucoup de démissions, et que, selon le rapport de France Stratégie, le nombre de nouveaux CSE qui devaient être amenés par les ordonnances Macron n'est pas au rendez-vous, puisque je crois que sur les 90 000 qui devaient être créés, il n'y en a que 30 000 qui ont été créés. Donc il y a un déficit de représentation du personnel aussi. Est-ce que ça n'explique pas ce manque de dialogue social aujourd'hui? Et puis, pas mal ont jeté l'éponge pendant la pandémie. Oui, alors, le premier cycle électoral, remettons-le dans le calendrier, c'est 2018-2019. Le cycle actuel, 4 ans après, c'est donc 2022-2023. Ce cycle qui s'ouvre là, en ce début d'année 2022, va être important. Les élections vont d'ailleurs avoir lieu beaucoup plus souvent en 2023 qu'en 2022. Et les chiffres que vous indiquez portent plutôt sur 2018 que sur 2019. Mais je dirais c'est c'est l'opération de lancement de cette affaire. On voit mal des entreprises naguère occupées, utilisant des CE, des CHSCT, tout d'un coup abandonnées. Donc oui, il y a un repli, il y a un nombre d'instances qui se replient. Je ne pense pas que les statistiques à venir soient plus défavorables que les chiffres anciens. Parce que, et puis peut-être qu'il aurait fallu donner un budget aux entreprises de moins de 50. Parce qu'à quoi ça sert d'avoir un CSE en dessous de 50 s'il n'y a pas en face un budget pour pouvoir simplement fonctionner et se former? Entre 11 salariés et 50 salariés, on a globalement fait des CSE qui reprenaient les fonctions du délégué du personnel. Oui, donc il n'y avait pas de budget pour les délégués du personnel. C'était un peu inutile de vouloir créer un CSE dans ces tranches d'effectifs-là si on ne donnait pas des moyens pour qu'il soit un vrai CSE. Pour ces entreprises-là, mais pour les entreprises de plus de 50 salariés, ça permettait d'éviter des doublons de mandats, de réunions, de procès-verbaux qui se cannibalisaient un peu les uns les autres. Alors, comment vous avez vu, vous, l'évolution de ce dialogue social pendant la pandémie? Qu'est-ce qui est remonté chez vous? Alors, nous, à l'Institut supérieur du travail, on a suivi ça de près. D'abord, les entreprises ont eu à gérer deux exigences. Le besoin de produire autant que faire se peut et le besoin de protéger les personnes. On a vu les organisations syndicales un peu divisées d'ailleurs, certaines disant tout sur la protection des salariés, la production s'attendra, d'autres disant non, il faut quand même produire, et ont accepté, c'était des organisations syndicales dites réformistes, des accords sur l'activité partielle, accords qui ont démarré notamment dans la métallurgie et qui ont irrigué ensuite les autres branches professionnelles, y compris par des décisions gouvernementales. Pendant cette période-là, des mesures ont été prises et au fond, c'était des mesures qui ont été utiles parce qu'on n'était pas du tout dans l'entreprise à tout à Pôle emploi. Dit autrement, les dispositifs qui ont coûté beaucoup d'argent mais qui étaient nécessaires, oui, il fallait lâcher de l'argent, ont permis de maintenir les salariés rattachés aux entreprises, c'est-à-dire on a gardé les compétences au sein des entreprises, pensant, ça a été beaucoup plus long que prévu, mais ça finit par se produire le temps que le vaccin arrive et se diffuse, eh bien, pensant que la pandémie n'allait pas durer 3 ans. Elle a quand même duré 1 an et demi. Alors oui, toute cette durée-là a certainement entamé aussi chez les salariés toute une routine et des habitudes qui vont être difficiles à reprendre. Oui, alors on peut aller jusqu'à des observations un peu extrêmes et donc insignifiantes du style ils ne veulent pas revenir au travail maintenant qu'ils ont été en arrêt et puis en télétravail. Il y a quelques phénomènes de ce type. La grande difficulté aujourd'hui, ça va être, elle est de deux ordres. C'est
comment redynamiser les équipes quand elles sont au travail, et puis comment redynamiser les équipes quand elles sont au travail à distance. Le management d'équipes en télétravail, c'est une sacrée affaire. On parle là du secteur privé, dans nos échanges, là, depuis le début de notre rencontre, on peut aussi parler de l'administration. Ce n'est pas facile aussi pour des responsables, des managers dans l'administration qui n'ont pas la souplesse, la pratique. Ce n'est pas eux personnellement d'ailleurs, c'est le dispositif qui est rigide, qui est strict, qui est un peu vieillot et ancien, de pousser en avant, dynamiser des équipes au travail quand ces équipes sont à distance. Alors, il y a un autre sujet aussi qui touche plutôt l'Île-de-France, c'est le nombre de salariés à qui on dit on reprend le travail la semaine prochaine et qui disent non, non, nous on habite en Bretagne maintenant, nous on habite en Bourgogne. J'avais lu une statistique qui était, je crois, 20 et quelques % des entreprises d'Île-de-France étaient touchées par ce problème-là. Oui, et puis nous vivons aussi, alors tout particulièrement chez des jeunes générations, des 20-25 ans, des salariés qui vont dans l'entreprise et puis qui sont là depuis 1 mois, 2 mois, et puis ne reviennent pas le lundi matin. J'ai en tête le siège social d'une banque parisienne. La convention collective de la banque est très correcte et le siège social d'une banque à Paris, en général, ne fait pas penser à Dickens ou à Zola. Eh bien non, il ne se trouvait pas bien. Donc, ce n'était pas une question de rémunération, ce n'était pas une question de conditions de travail, c'était une question d'envie de travailler dans cette banque. Nous avons aujourd'hui un monde du travail beaucoup moins fidèle à l'entreprise et des entreprises également moins fidèles aux salariés. Donc, la vieille entreprise du début du XXe siècle, très paternaliste et très stable, est une entreprise qui est un modèle aujourd'hui complètement dépassé, et côté direction et côté monde du travail. Ça s'est un peu accéléré d'ailleurs avec la pandémie. Et ça s'est accéléré, c'est vrai, avec la pandémie. Donc on a traité ce matin l'entreprise de demain avec Pierre Ferracci. On voit bien que tout ce modèle qui prévalait jusqu'à aujourd'hui va être complètement cassé et qu'on va réinventer le travail. Alors, on ne va pas réinventer le travail parce que le travail, il répond toujours aux mêmes besoins. Et il y a même une graduation. Pourquoi travaillons-nous? Nous travaillons pour gagner la croûte. Bon, ça, c'est évident, c'est important. Et nous travaillons aussi pour faire quelque chose, pour exister, pour se réaliser. On sait bien qu'un chômeur, même si on lui donne de l'argent, n'est pas un homme, une femme heureux. Se réaliser au travail est quelque chose d'important. On travaille aussi pour être avec d'autres, pour ne pas être isolé. D'où la réflexion aujourd'hui très importante. Que ferons-nous quand qu'est-ce qu'une entreprise qui ne soit pas une juxtaposition d'isolés derrière leur écran chez eux? Une entreprise, c'est un rassemblement, c'est une communauté, une dynamique humaine, un ensemble de passions. Alors, passion qui peut se traduire par un esprit de négociation, par un esprit de conflit, mais il y a de la vie dans les équipes au travail. Et donc, le travail, il a plusieurs dimensions, depuis les plus matérielles jusqu'aux plus, on pourrait dire, les plus spirituelles même, hein, de réalisation d'une action en commun. Alors, pour conclure, comment vous voyez cette période prise en compte par l'ensemble des candidats à la présidentielle? Est-ce que vous pensez que dans leur campagne, ça va être un sujet et dans leur programme, ça va être un point de départ, un point de référence pour fabriquer les relations du travail, pour fabriquer le travail de demain? Écoutez, nous sommes à 2 mois du premier tour de l'élection présidentielle et les élections législatives vont suivre. À l'évidence, le social n'était pas dans les programmes de l'ensemble des candidats. Tout dernièrement, depuis 15 jours, 3 semaines, ils se sont un peu rattrapés, mais sans avoir vraiment travaillé les sujets. Et que ce soit sur le thème du pouvoir d'achat, qui pourtant était prévisible depuis l'automne dernier, ou que ce soit sur les thèmes de la protection sociale, l'avenir des retraites, l'avenir de l'assurance chômage, la création d'une branche autonomie que le scandale Orpea vient de mettre sur le devant de la scène. Que faisons-nous des personnes âgées qui vont grandir en nombre considérable dans les années qui viennent? Toutes ces réflexions de moyen et long terme ne sont pas au programme des candidats. On ne les voit pas.
Et donc, de ce fait aussi, eh bien, nous avons un déficit des questions sociales dans la campagne électorale. Il y a des thèmes qui émergent, bien évidemment, la politique internationale, l'écologie, le développement durable, mais le social est un parent pauvre aujourd'hui du débat politique en vue de la présidentielle et des législatives. Pour illustrer vos propos, j'ai invité l'ensemble des candidats ou de leurs représentants à venir s'exprimer sur leur programme sur le travail et le social. Ils n'ont pas franchement décliné, mais ils n'étaient pas disponibles. Les seuls qui ont été disponibles pour en parler, qui en ont parlé d'ailleurs avec du fond, même si on n'est pas d'accord avec, peu importe, ça c'est le jeu de la démocratie, c'est l'équipe d'Éric Zemmour. Est-ce que là, ce n'est pas un moyen pour ce candidat-là d'aller prendre une place qui est un peu désertée par les autres? Non, pas vraiment. Les autres candidats ont essayé de faire des positions, mais qui n'étaient pas au point, qui n'étaient pas préparées. Enfin, on a eu des positions de Jean-Luc Mélenchon à Éric Zemmour. On a eu des positions très, très diverses, mais ces positions ne sont pas travaillées, ne sont pas fondées. Je prends un exemple et je ne voudrais pas stigmatiser un de ces candidats par rapport à d'autres, mais Valérie Pécresse a eu sur le pouvoir d'achat des propos qui ont été très vivement contestés par le MEDEF, par l'organisation professionnelle du MEDEF, en disant non, mais Mme Pécresse, on vous aime bien, on vous aime peut-être mieux que M. Mélenchon, M. Zemmour, mais ça ne tient pas la route, votre dossier, il faut le retravailler. Elle a bricolé autre chose. Je le dis sans agressivité ou animosité à son endroit, mais l'ensemble des candidats à l'élection présidentielle n'ont pas travaillé leurs dossiers sociaux. Alors, avant de conclure, on va se donner peut-être rendez-vous tout de suite après les élections pour avoir votre vision de ce qui va sortir de cette élection-là, en fonction des programmes, de ce qui est faisable et ce qui n'est pas, parce que dans les programmes, on fait quelquefois des propositions qui ne sont pas réalisables du tout. Oui, et peut-être après l'élection présidentielle, on va découvrir la nécessité et l'urgence de traiter des dossiers qu'on n'a pas abordés pendant la campagne. Notamment le pouvoir d'achat, notamment le pouvoir d'achat, et notamment tout ce qui est environnement, parce que oui. j'ai entendu... Et protection sociale. Je me permets de recommander un livre qui vient de sortir de François Charpentier, un journaliste très solide, très compétent sur les questions sociales, sur quelle protection sociale en 2017, un peu le manuel du prochain président de la République. Eh bien, on va être attentif d'ailleurs à la protection sociale parce que c'est un sujet, et de même aux allocations chômage. Et je vous remercie Bernard Vivier d'être intervenu sur la chaîne Webscran. Et puis on se donne rendez-vous juste avant l'été. Merci beaucoup Bernard.